Merci Antoine et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'agilité organisationnelle en tant qu'impératif stratégique. Je veux dire pourquoi il est important de développer cette aptitude, ce qu'on entend précisément par agilité organisationnelle, quels sont les attributs d'organisation agile, et je vous donnerai des éléments de travaux de développement que nous faisons avec ProSci sur les systèmes de facilitation du changement. Alors voilà ce que nous allons découvrir. Nous commencerons par un argumentaire pour le développement de l'agilité. Comment préparons-nous, comment diffusons-nous un discours clair et convaincant sur les raisons pour lesquelles nous devons investir le temps et l'énergie nécessaires pour développer l'agilité? Ensuite, nous définirons l'agilité organisationnelle. Comment démystifions-nous le terme agilité organisationnelle pour qu'elle ait une signification et un contexte? Nous parlerons ensuite des attributs de l'agilité organisationnelle, quels sont les piliers qui constituent des organisations agiles. Nous explorerons un peu de littérature et je vous inviterai à partager quelques idées sur les attributs des organisations agiles. Enfin, je conclurai avec quelques considérations sur les systèmes de facilitation du changement. Voilà ce que nous avons à l'agenda. Je vais commencer par quelques concepts de base. Je veux d'emblée définir ce que j'appelle agile, avec un A minuscule, et aussi agile ou agile, avec un A majuscule. Alors, agile avec un A minuscule, eh bien, c'est un attribut intégré dans une entreprise. C'est quand l'entreprise est caractérisée par la durabilité, la résilience, la rapidité, la flexibilité, l'adaptation et l'aptitude à réagir. C'est quand être bon dans le changement et être adaptable font partie de ce que nous sommes. Donc, agile avec un A minuscule est quelque chose que nous sommes. Maintenant, agile avec un A majuscule, tel que décrit dans toute la littérature, c'est quelque chose que nous faisons. C'est une approche itérative qui utilise des sprints, des releases. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de choses, tout particulièrement en développement logiciel, mais cela s'entend au monde de la gestion de projet en général. C'est une approche de développement rapide et itératif pour exécuter les projets. Donc, agile avec un A majuscule, c'est quelque chose que nous faisons, tandis que agile avec un A minuscule, c'est quelque chose que nous sommes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'agile avec un A minuscule. Donc, si agile avec un A majuscule est quelque chose que vous utilisez, nous avons développé avec ProSci un atelier spécifique sur l'intersection entre le change management et les méthodes de développement itératif. Donc, vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé. Mais aujourd'hui, nous nous focaliserons sur agile avec un A minuscule. C'est une façon, comme je disais, une façon d'être caractérisée par la flexibilité, la durabilité, la rapidité et l'adaptabilité. Alors, voici l'approche que nous allons utiliser pour ce webinaire, une approche un peu innovante. Sous forme, j'ai décidé d'appeler ça moi, eux, vous, nous. Je m'explique. Tout d'abord, la partie que j'appelle moi, ça consiste à ce que je partage avec vous des éléments de recherche, des modèles, des éclairages que j'ai sélectionnés. Ensuite, la partie E, je vous montrerai ce qui a été compilé lors d'un atelier spécifique sur le sujet, qui était organisé par ProSci, et je partagerai avec vous certains des éclairages qu'ils ont apportés. Ensuite, je vous demanderai de travailler par vous-même sur des exercices que je vous soumettrai. Et enfin, nous partagerons ensemble pour obtenir un résultat concret à l'issue de ce webinaire. Ce sera notre approche et je vais l'utiliser pour chacun des succès du jour. Donc, chaque fois, moi, eux, vous, nous, et ainsi de suite. Et donc, ce sera notre approche pour aujourd'hui. Alors, peut-être une tribune rapide avant de rentrer dans le sujet, parce que j'entends ceci de plus en plus et je pense que c'est dangereux. Des discours du style vous n'avez pas besoin de change management, procurez-vous juste une plateforme de changement, procurez-vous l'aptitude au changement, procurez-vous l'agilité. Même chez certains meneurs dans le domaine du changement, j'ai parfois entendu cette dangereuse thèse. Et ma tribune, mon discours, ce que je veux dire, c'est que ce discours qu'on entend, ça revient à dire vous n'avez pas besoin d'exercice physique, soyez juste en parfaite santé. Comme si vous pouviez rester en parfaite santé sans faire d'exercice physique. Et je pense que c'est là qu'il y a une déconnexion. Vous ne pouvez pas obtenir l'agilité organisationnelle, l'aptitude au changement, une plateforme de changement sans faire de change management. En fait, ce que ça veut dire,
c'est que nous devons faire du change management avec plus d'efficacité, plus d'expertise et plus de compétences dans notre entreprise. Donc, soyez prudents et méfiez-vous de cette thèse simpliste et erronée selon laquelle, si on se focalise juste sur le volet organisationnel, on peut jeter la pratique du change management par la fenêtre. Ça n'a pas de sens. Nous devons être meilleurs en change management si nous voulons vraiment développer l'aptitude organisationnelle. Bon, ceci dit, nous pouvons rentrer maintenant dans le contenu. Nous allons commencer avec l'argumentaire. Je vais vous présenter mes propres éclairages, puis des éléments élaborés lors de cet atelier avec ProSci. Et puis, je vous confierai une tâche. Je vous donnerai 3 minutes pour rédiger votre argumentaire qui explique pourquoi votre entreprise devrait investir l'énergie nécessaire pour développer son aptitude au changement. Donc, je vais présenter quelques données, des perspectives, des modèles, et dans une bonne dizaine de minutes, je vous demanderai de rédiger votre propre discours pour le développement de l'agilité au changement. Commençons donc par cette première partie que j'ai intitulée « Moi ». Donc, ce que je veux vous partager avec vous ici, c'est que nous nous trouvons à l'entrée d'une époque sans précédent en termes de quantité de changements auxquels nous sommes confrontés dans nos vies personnelles, nos vies sociales et dans nos vies professionnelles. Toutes les générations se sont trouvées à l'entrée d'un état futur inconnu, bien sûr, mais notre propre futur est en train de changer à un rythme qui n'a jamais été expérimenté auparavant. Dans les entreprises et dans notre vie, nous sommes confrontés à des changements plus grands et plus massifs que ce que nous avons jamais connu. En même temps, nous sommes confrontés à des changements plus rapides, des changements à une vitesse que nous n'avons jamais approchée. Nous ne faisons plus de projets de 6 ans ou 3 ans. Nous faisons des projets de 3 trimestres, de 3 mois, des sprints de 3 semaines. La vitesse du changement a continué d'accélérer ces dernières années. Et de plus, nous devons traiter des changements plus complexes que ce que nous avons fait auparavant. Des changements qui ont de nombreux composants, eux-mêmes changeants, et qui traitent de nombreux problèmes, opportunités, situations futures, aspirations actuelles, le tout s'entremêlant tout en même temps. Et ces changements complexes sont traités avec des solutions complexes, et dans notre entreprise, nous donnons vie à des changements plus transverses que nous n'avons jamais connus. Nous n'entamons plus de changements pour une équipe, un département ou une direction, nous parlons de changements multidépartementaux ou au niveau de toute l'entreprise. Même dans la notion de RP, Enterprise Resource Planning, tel que SAP par exemple, les changements eux-mêmes sont liés à l'ensemble de l'organisation de bout en bout. Et nos changements transverses créent cette complexité que nous devons gérer. Alors, nous apportons aussi, simplement parce que c'est nécessaire, plus de changements multidisciplinaires dans l'entreprise. C'est ici que nous voyons ces systèmes de facilitation du changement et l'intégration du change management avec la gestion de projet, avec l'amélioration continue des processus, avec la stratégie, la communication. Toutes ces disciplines visant à améliorer les effets des changements viennent ensemble et fonctionnent ensemble plus souvent. Après avoir ainsi planté le décor, je vous propose le modèle suivant pour réfléchir aux sources des changements que vous rencontrez et que vous traitez. Je le structure suivant un format 2x2. Vous allez observer que sur l'axe vertical, au-dessus, ce sont les déclencheurs des changements. Ce sont des situations liées à l'état actuel. Et en dessous, ce sont les buts. Ce sont des aspirations plutôt liées à l'état futur. Donc, situation l'état actuel et aspiration l'état futur de haut en bas. Et de gauche à droite, nous avons des sources internes, nous allons des sources internes vers les sources externes. Je vais développer le modèle, puis je vous demanderai de participer en identifiant où sont les sources de changement dans votre entreprise. En ce qui concerne les déclencheurs, c'est-à-dire la situation dans l'état actuel, en interne, nous voyons les plans stratégiques, la performance interne, l'amélioration continue, les demandes continues de faire plus avec moins. Dans la situation actuelle, nous voyons aussi des sources externes de changement, telles que les menaces venant de la concurrence, les demandes des clients, les mouvements du marché, les nouvelles technologies et les réglementations et les législations. Et tout cela constitue la toile de fond de l'état actuel qui fait que des changements se produisent. Nous regardons aussi vers l'avant, dans nos aspirations liées à l'état futur, c'est-à-dire les buts, et nous en voyons des internes et des externes. Tout d'abord, réduction des coûts, augmentation des revenus, moins d'erreurs, plus d'efficacité du côté des buts internes, et puis du côté des buts externes, gagner des parts de marché, plus de satisfaction des clients, des partenariats, atténuation des risques. Ce sont tous des sources de changement que nous rencontrons dans notre entreprise. Alors, en voyant ceci,
Eh bien, moi, j'aimerais voir ce qui en est dans vos entreprises respectives et je vous propose de participer à un sondage en utilisant une plateforme bien spécifique. Vous ouvrez une autre page sur votre ordinateur ou vous ouvrez une session Internet sur votre tablette ou sur votre smartphone et vous allez vous connecter sur le site paulev.com/nexum. Vous voyez, c'est précisé en haut de l'écran, paulev.com/nexum. Et vous allez voir apparaître le tableau que je viens d'expliquer, avec les déclencheurs et les buts internes et externes. Et la question que je vous pose, eh bien, vous pointez simplement avec la souris ou avec le doigt si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre tablette, vous pointez les sources de changement principales qui ont lieu dans votre entreprise. Donc, vous prenez une petite minute pour pointer et vous allez voir que les différents pointeurs apparaissent à l'écran. Donc, est-ce que vous connaissez principalement des déclencheurs internes, des déclencheurs externes, des buts internes ou des buts externes? Donc, on voit que dans vos entreprises, il y a une grande quantité de sources de changement qui nous entraînent à lancer toutes sortes d'initiatives. Que ce soit des situations liées à l'état présent ou aspirant pour l'état futur, interne ou externe, il y a tant de raisons qui nous font entreprendre projets, programmes, initiatives et transformations dans notre entreprise. Et j'observe une distribution relativement équilibrée, avec une légère majorité du côté des déclencheurs externes. Menace par la concurrence, tout particulièrement les mouvements du marché et les nouvelles technologies. Il semblerait que ce soit les principaux déclencheurs des changements dans nos entreprises, même si on peut dire que c'est relativement équilibré. Peut-être du déclencheur plus que des buts. C'est probablement symptomatique de l'époque actuelle aussi. Ok, donc merci pour cette contribution. On va pouvoir avancer. J'ajouterais dans le contexte des changements aujourd'hui que nous traitons plus d'informations que ce que nous avons jamais dû traiter dans notre vie. Pensez simplement, nous sommes le vendredi après-midi, pensez déjà au nombre de mégabytes que vous avez déjà consommés depuis ce matin. Ça donne une idée de la quantité d'informations que nous utilisons. Et nous sommes en plus plus connectés que nous ne l'avons jamais été. Ça, c'est la réalité des entreprises. Des changements plus grands, des changements plus rapides, des changements plus complexes, des changements plus transverses, des changements plus multidisciplinaires, plus d'informations et plus de connexions que ce que nous avons jamais connu dans le passé. Et c'est ce que nous appelons un monde VICA, un monde caractérisé par la volatilité, l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté. C'est la toile de fond sur laquelle nos entreprises doivent trouver le moyen de prospérer, et l'agilité organisationnelle est la façon par laquelle nous pouvons appréhender le changement auquel nous faisons face. Je vais vous présenter quelques données très spécifiques à ce propos-là. Voilà, dans une étude de PricewaterhouseCoopers, il apparaît que 76% des chefs d'entreprise disent que leur aptitude à s'adapter au changement sera un facteur essentiel d'avantage concurrentiel. Donc, l'agilité organisationnelle nous aide à être plus compétitifs dans le monde dans lequel nous vivons. Une autre étude, une McKinsey, faite dans un quarterly de Donaldson, eh bien, cette étude met en évidence que 90% des dirigeants d'entreprise disent que l'agilité organisationnelle est critique pour le succès de leur entreprise et que son importance grandit au cours du temps. Donc, votre argumentaire pour développer l'agilité peut être basé sur la quantité de changements, la rapidité des changements que nous traitons. Il peut être basé sur la notion d'avantage concurrentiel ou la notion de succès pour l'entreprise. Encore une donnée pertinente, venant ici de la recherche de ProSci, la saturation du changement est un défi énorme auquel les entreprises font face. 73% des participants à la recherche ont indiqué que leur entreprise était proche de la situation de saturation ou déjà au point de saturation ou même au-delà. Sachant qu'il y a quelques années, on n'avait encore que 59% des participants qui prétendaient être à ce niveau de saturation. Et la saturation a un coût.
Quand nous créons un environnement saturé pour nos collaborateurs et pour nos entreprises, nos employés souffrent. Les individus souffrent en termes de stress, frustration, confusion, démotivation. Nos projets souffrent en termes de retard sur les jalons et les échéances, manque de ressources, manque de pérennisation des résultats. Et nos entreprises souffrent, manque de focalisation sur l'essentiel du business, baisse considérable de morale, attrition systémique. Il y a des conséquences réelles et coûteuses à la saturation, et ça peut faire partie de votre argumentaire pour l'agilité organisationnelle, parce que l'agilité organisationnelle nous aide à atténuer les conséquences de la saturation. Alors, le Project Management Institute propose aussi une équation que je trouve très intéressante. Une plus grande agilité organisationnelle est égale à une meilleure performance, qui est égale à un avantage concurrentiel accru. Pour rappel, je vous donne ici quelques données, modèles et perspectives qui vous aideront à ciseler ce discours clair et convaincant pour le développement de l'agilité organisationnelle. Je vais encore vous donner trois idées. Puis je vous demanderai de rédiger votre propre discours pour le développement de l'agilité organisationnelle dans votre propre entreprise. Les trois idées, c'est contexte, problème et langage. C'est comme ça que nous créons un argumentaire efficace. Commençons par le contexte. Pourquoi le contexte a-t-il de l'importance? Eh bien, je vais me référer à un manager, un gourou du management que j'aime beaucoup, c'est Stephen Covey, qui nous dit que, en fait, la priorité est une fonction du contexte. Ce que cela signifie, c'est que si nous voulons avoir la priorité pour développer l'agilité, eh bien, nous devons présenter l'importance de l'agilité dans le contexte des personnes avec qui nous avons ces conversations. Voici une analogie tout simple. Ceci, c'est vous qui entrez dans la pièce et qui dites ceci est l'agilité. Vous définissez l'agilité en soi. Et vous voyez en dessous ma représentation visuelle. Et ceux qui se souviennent de leur cours de chimie savent que c'est la représentation de l'eau, c'est la structure moléculaire de l'eau, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et voici maintenant ce que serait la représentation de l'agilité en contexte. Nous vivons dans une époque de changement sans précédent. Notre entreprise subit des pressions croissantes, à la fois internes et externes, pour mieux réussir les changements, afin de rester compétitifs et pour survivre. L'agilité organisationnelle est ce qui va nous permettre de réussir et atteindre l'objectif. C'est ça que je veux dire par mettre en contexte. Et vous voyez ici 2 représentations tout à fait différentes de l'eau, une hors du contexte et une dans le contexte. Et vous pouvez bien sûr voir laquelle est plus parlante, laquelle est plus convaincante. Alors j'ajouterai aussi cette citation de David Elfenbaum, c'est le fondateur d'une société de développement de logiciels très innovante, une citation que j'aime beaucoup, une once de contexte vaut une livre de faits isolés. Ainsi, pour être prêt à faire votre argumentaire pour l'agilité, eh bien, veillons bien à le mettre en contexte. Donc, voici ma question rhétorique à ce stade, et je vous demanderai de répondre dans quelques minutes. Quel est le contexte pour l'agilité chez vous? Si vous pensez à comment vous allez faire votre argumentaire pour l'agilité, quel est le contexte que vous allez utiliser? Alors, le deuxième de mes 3 trucs, c'est d'être sûr de vous focaliser sur les vrais problèmes. Et j'utilise la situation du grand économiste Ted Levitt. Les gens n'achètent pas une mèche de foreuse de 6 mm, ils achètent un trou de 6 mm. Vous devez étudier le trou, pas la foreuse. La foreuse, c'est juste la solution pour le trou. De même, nous pouvons dire qu'il n'existe pas de dirigeant ou de directeur dont le problème est de ne pas avoir assez d'agilité organisationnelle. Ce n'est pas leur vrai problème. Vous n'entendrez pas un dirigeant dire « je manque d'agilité organisationnelle ». Leur problème, c'est qu'ils ont investi du capital politique et financier dans tout un paquet de changements. Et ils ont besoin que ces changements apportent les résultats et effets attendus et fournissent ce qu'ils ont promis lorsqu'ils ont lancé ce portfolio de changements. Donc, votre boulot, quand vous créez cet argumentaire pour l'agilité, assurez-vous que vous connectez l'agilité aux vrais problèmes que vos dirigeants rencontrent. Voici donc ma seconde question rhétorique, et je vous demanderai d'y répondre dans 1 minute. Quels sont les véritables problèmes que vous proposez de résoudre dans votre argumentaire pour l'agilité? Et le 3e élément traite du langage. Et là, je me base sur cette citation de Nelson Mandela que j'aime tant. Si vous parlez à un homme dans un langage qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa propre langue, votre message atteint son cœur. Et bon, l'agilité organisationnelle, c'est bien sûr notre langage en tant que praticien du changement, mais ce n'est pas le langage des dirigeants d'entreprise. Leur langage, c'est
Premièrement, en finance, deuxièmement, en finance, troisièmement, en finance. Oui, j'ajouterai à cela, oui, exécution de stratégies, compétences clés, leur propre succession, bien sûr, avantages concurrentiels, probablement leur propre salaire, mais ce que sera votre boulot lorsque vous élaborez votre argumentaire pour l'agilité organisationnelle, c'est comment exprimez-vous la valeur de l'agilité dans leur langage. Pas juste un langage qu'ils comprennent, mais leur langage. Donc, quel langage allez-vous utiliser lorsque vous ferez cet argumentaire? Voilà, c'était la section que j'ai intitulée moi pour l'argumentaire. Nous allons maintenant faire les parties eux, puis vous, puis nous. Donc, pour rappel, je vais commencer par vous montrer quelques argumentaires qui ont été élaborés lors de cet atelier sur l'agilité organisationnelle avec ProSci. Donc, voici des choses qui en sont ressorties. Je lis par exemple à droite, habiliter l'organisation à anticiper les demandes et les changements pour fournir les résultats qui permettront d'accélérer le time to market et la réalisation des bénéfices. Autre exemple, deuxième ligne à gauche, habiliter le personnel à mener les changements avec la vitesse nécessaire pour dépasser les attentes des clients. Et ainsi de suite. Vous voyez des argumentaires qui ont été développés déjà par certains différents spécialistes de la conduite du changement lors d'un atelier. Alors, donc, ici, vous pouvez voir donc, comment les participants à cet atelier ont véritablement utilisé le contexte, le langage et les vrais problèmes pour solidité, pour concrétiser leur argumentaire. Et bien maintenant, je vais vous demander de prendre 3 minutes pour rédiger votre propre argumentaire pour l'agilité dans votre contexte, suivant les problèmes et le langage des personnes à qui vous allez adresser. Donc, la consigne est en haut de l'écran. Partagez votre argumentaire pour l'agilité. Donc, vous vous connectez sur paulev.com/nexum et là, vous allez pouvoir entrer votre propre phrase, votre propre argumentaire en veillant à utiliser les 3 petits trucs que j'ai mentionnés. Tenez compte du contexte, pensez aux problèmes des personnes à qui vous vous adressez et également utiliser leur langage. Prenez quelques minutes pour rédiger cet argumentaire. Eh bien, j'en vois déjà une qui apparaît. Lisons-la ensemble. La saturation du changement dans notre secteur impacte la productivité de notre entreprise, car les gens passent d'une réunion à l'autre sans se plonger dans les sujets. Résultat, diminution de la productivité. Très intéressant, j'imagine. Là, on parle bien sûr du contexte. J'imagine qu'on se réfère à des problèmes très spécifiques dans cette entreprise. Et ici, on peut imaginer qu'on utilise le langage de certaines personnes qui doivent comprendre l'importance de l'agilité. Je lis ensuite, face à la transition énergétique, l'agilité permettra de mobiliser toutes les ressources de l'entreprise pour continuer à servir les usagers dans notre mission de service public. Ah oui, alors ici, résolument, le contexte est tout à fait clair. Secteur public, service public, transition énergétique, et on y voit l'importance de mobiliser toutes les ressources de l'entreprise. Je continue. Nous devons accompagner l'entreprise et les collaborateurs à développer l'agilité afin de répondre aux attentes du public tout en diminuant nos coûts. Le contexte environnement concurrentiel fort, nouveaux acteurs qui émergent sur le marché, operating model actuel de l'entreprise mal adapté pour être suffisamment réactif et répondre aux besoins clients, des clients, même aussi des attentes des partenaires. Dans la perspective de la digitalisation de l'interaction avec nos clients, nous devons fournir des solutions digitales à une fréquence élevée, demandant aux équipes une adaptation permanente que seul un accompagnement agile peut permettre. Voilà, je trouve que c'est fluide, c'est en effet convaincant,
impactants. Bien sûr, je ne vais pas continuer à les lire tout haut, vous les voyez apparaître à l'écran. Ce qui peut constituer une inspiration pour vous. Je lis, la transformation digitale demande la transformation de la culture de l'entreprise, puisqu'il prédit que uniquement 50% des sociétés vont survivre au-delà de 2020. Aussi, la vitesse demandée du changement augmente sans arrêt. Je pense qu'ici, en termes de contexte et de problème, on ne peut être plus explicite. L'agilité, dans tout le contexte que j'ai mentionné, de rapidité, de complexité, d'interconnexion des changements, les entreprises qui pourront développer leur agilité seront celles qui survivront. Attendons encore quelques secondes si certains veulent encore entrer leur argumentaire. Et ce que nous ferons tout en fin de l'heure, eh bien, nous vous donnerons également une fenêtre dans laquelle vous pourrez rentrer votre adresse mail et nous vous enverrons alors l'ensemble, la totalité de ce qui a été partagé pendant le webinaire, ce qui peut bien sûr vous inspirer pour construire votre propre argumentaire. N'hésitez pas aussi à tout moment, si vous avez des questions, vous allez sur l'icône questions-réponses, vous formulez votre question et nous prendrons du temps pour y répondre à la fin de l'heure. Bon, je pense qu'on peut passer à la partie suivante de notre agenda qui concerne la définition. Donc, l'argumentaire était consacré à établir pourquoi nous devrions investir le temps et l'énergie sur base du contexte, des problèmes et du langage. Et maintenant, la définition se tourne vers ce que nous voulons vraiment dire par agilité. Parce que je pense que bien trop souvent, le terme agilité est lancé en l'air, alors que nous n'avons mis aucune substance dans sa définition. Alors, ce que je vais faire, c'est parcourir avec vous une poignée de définitions de l'agilité. Donc, c'est la partie que j'appelle moi. Puis, après, je vous demanderai de rédiger votre propre définition claire et concise de l'agilité et de la partager, tout comme nous venons de le faire pour l'argumentaire. Alors, j'ai fait une recherche sur Google. Je suis allé partager avec vous parce que j'ai trouvé ça assez amusant. Je suis allé sur Google Image et j'ai fait une recherche sur le mot agility. Je voulais voir quel genre d'image on pouvait avoir, quel genre d'image Google utilise pour représenter cette notion d'agilité. Et voilà ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu plus de 3 pages d'images de chiens sur des parcours d'obstacles. Alors, je l'ignorais complètement, mais en fait, la course d'obstacles pour chiens est en fait une importante compétition internationale et elle s'appelle Agility. Donc, voilà, ça ne m'a pas mené bien loin, j'ai ri à mon coup, évidemment, en voyant toutes ces pages de chiens qui courent dans tous ces obstacles. Alors, j'ai ouvert mon bon vieux petit Robert et voici la définition d'agilité. C'était qualité de ce qui est agile. Bon, là, on n'est pas bien avancé, je peux dire. Alors, ce que j'ai fait, j'ai ensuite pris le Larousse et voilà ce que j'ai trouvé pour la définition d'agilité. Agilité, latin agilitas, légèreté, souplesse dans les mouvements du corps. C'est déjà un petit peu, on arrive déjà à une certaine définition. Alors j'ai décidé d'aller un peu plus loin et j'ai consulté la littérature orientée business et je vais vous présenter quelques définitions que j'ai trouvées. Alors tout d'abord pour McKinsey, l'agilité organisationnelle, c'est la capacité à identifier et saisir les opportunités plus rapidement que la concurrence. On y voit donc l'identification d'opportunités et on a certainement la notion de concurrence. Alors pour PricewaterhouseCoopers, l'agilité consiste à prendre avantage du changement, planifié ou inattendu, sans jamais se mettre à l'écart, sans jamais se laisser mettre à l'écart. Donc quelques éléments notables de cette définition, on ne subit pas de perturbation, puisque je dis sans jamais se laisser mettre à l'écart, mais aussi la notion de planifié ou inattendu. L'agilité n'est pas juste pour ce à quoi nous nous attendons, mais ça nous est inhérent de telle sorte qu'on puisse réagir quand des changements inattendus surgissent. The Economist mentionne l'aptitude à transformer l'information en clairvoyance en réponse au mouvement du marché. On y voit donc l'adaptation au marché. Pour moi, oui, la chose qui manque ici, c'est l'action. Donc, transformer l'information en action serait un peu plus complet pour moi, mais nous avons cette notion d'adaptation au marché. Alors, j'ai consulté un article particulièrement intéressant de Clyde Host-Apple et de Xun Li, et voici ce qu'il nous donne. Le résultat de l'intégration de la vigilance au changement
liée à l'aptitude à utiliser les ressources en réponse à ces changements, en temps opportun et de façon flexible, abordable et appropriée. Je trouve cette définition particulièrement complète. J'y vois l'utilisation de ressources et on y voit l'action dans la façon de répondre aux changements. Ensuite, Daryl Connell, que je considère comme le grand-père du change management, il nous parle d'organisation souple, mais c'est bien en ligne avec ce dont nous parlons aujourd'hui. Il définit une organisation qui a une aptitude durable à répondre rapidement et efficacement aux demandes de changement, tout en fournissant une performance élevée de façon continue. Il nous donne donc la notion de vitesse, mais il nous donne aussi autre chose, tout en fournissant une performance élevée de façon continue. Donc l'agilité n'est pas juste le fait d'être flexible par rapport au changement, mais c'est aussi le fait de maintenir la performance tout en allant de l'avant. On continue, Accenture. Accenture nous donne la définition suivante. Une aptitude permanente à gérer des portfolios de changements multiples et complexes. Donc ils ajoutent un point important ici. Nous ne traitons plus un changement isolé. Nous traitons des portfolios de changements multiples et complexes. Et l'agilité est ce dont nous avons besoin pour gérer ce genre de situation. Ernst & Young nous donne ceci. La vitesse et l'aptitude d'une entreprise à identifier et réagir aux événements internes et externes qui pourraient se produire et qui se produisent. On évoque donc l'anticipation et le fait d'être préparé. Ensuite, I4CP, c'est l'Institut pour la productivité des entreprises. Il nous donne les 3 A de l'agilité. Anticiper le changement, s'adapter et répondre face au changement et agir sur les opportunités en exploitant le changement. Nous voyons donc de nombreuses définitions du changement et j'y trouve en fait 6 formulations essentielles ou composantes de définition venant de la littérature que nous venons de voir. Tout d'abord, c'est que c'est une aptitude permanente dans le tissu de l'entreprise. On ne fait pas de l'agilité, on est agile. On ne la loue pas, on ne la fabrique pas pour les 3 prochains mois. Elle devient vraiment une partie intégrante de ce que nous sommes. En numéro 2, elle devient une source d'avantages compétitifs parce qu'à l'avenir, les gagnants seront ceux qui dépassent les concurrents sur le marché. Le numéro 3 parle de se mettre au diapason. Nous anticipons et sommes vraiment adaptés à ce qui vient. Le niveau 4 évoque la vitesse, la rapidité. Il y a la composante de l'agilité qui signifie que nous sommes plus rapides dans notre façon d'internaliser, répondre, réagir, saisir les opportunités et traiter les difficultés occasionnées par le changement. En numéro 5, être à la fois proactif en référence aux événements planifiés et inattendus. Et en numéro 6, c'est la notion de perturbation minimale. L'agilité nous équipe pour être capable de gérer le changement sans qu'il ne nous disqualifie. Alors, pour terminer mon propre apport à la définition, je dirais que l'agilité est une façon d'être. Soyons prudents avec cette illustration dans une présentation sur le change management. Je sais que le change management est parfois perçu comme une bande d'illuminés qui ne servent qu'à retarder les projets, qui vont chanter Kumbaya sur la plage. Nous savons que ça n'a pas de sens, mais nous connaissons bien cette perception. Mais je veux vraiment faire passer ce point. L'agilité est une façon d'être. C'est qui nous sommes et pas quelque chose que nous faisons. Et c'est quand nous devenons solides, résilients, tolérants, réactifs, adaptables, préparés et souples dans la façon dont nous traitons les demandes auxquelles nous sommes confrontés. C'était donc la partie de ma propre contribution aux éclairages. Et voici maintenant, je vais vous donner quelques définitions qui viennent de cet atelier de Prosai sur l'agilité. Voilà, je peux vous en lire quelques définitions. Bon, c'est une aptitude souple à se préparer aux effets planifiés ou inattendus. Je lis en deuxième ligne à droite, l'agilité, c'est l'aptitude à surfer sur la vague du changement plutôt que de la subir. Troisième ligne à gauche, être conscient du besoin de changer, être capable de réagir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez ici à l'écran quelques idées de définition d'agilité. Et bon, je vous laisse quelques secondes pour les lire et puis je vais vous inviter à rédiger la vôtre. Donc la consigne pour votre tâche, ça va être à rédiger votre définition concise et claire de l'agilité organisationnelle. Voilà, vous avez l'écran ici. De même, prenez 1 ou 2 minutes
pour rédiger votre propre définition de l'agilité que vous estimerez la plus appropriée pour votre entreprise. Et bien sûr, comme précédemment, nous allons partager ce que nous obtenons. Je lis. L'agilité est notre capacité de base qui permet de transformer le changement en opportunité. J'aime beaucoup les notions de capacité de base, parce que la base, bon, bien sûr, la base, c'est pas de façon chronologique, c'est pas au départ, mais c'est une capacité profonde. De base, moi, mon interprétation de base, c'est intégré dans le tissu de l'entreprise. C'est ce que nous sommes. Et j'aime beaucoup l'idée de transformer le changement en opportunité. Oui. Pouvoir modifier le business model dans de très courts délais, quelques jours et non un nombre de mois. Effectivement, c'est essentiel. Et là, on en vient véritablement à l'aptitude à répondre au contexte macroéconomique. Il faut être capable de modifier le business model dans de très courts délais. Sinon, on sera toujours derrière la concurrence. L'agilité organisationnelle, c'est passer d'une logique de changement par à-coup à une logique de changement permanent. En effet, et si on regarde sur les dernières décennies, la proportion d'entreprises qui avaient des changements sporadiques et qui ont des changements permanents, c'est complètement inversé. Il y a 20-30 ans, les entreprises connaissaient des changements sporadiques. Aujourd'hui, les entreprises connaissent quasi totalement des changements permanents. Je lis aptitude à traiter le changement de façon fluide, pertinente, sans effet tunnel visant à préserver l'efficacité. Oui, j'aime beaucoup cette idée d'effet tunnel. On a trop souvent connu des projets avec un effet tunnel où on dit voilà ce qu'on va faire et puis on attend 1 an et demi, 2 ans, parfois plus avant de voir le résultat. Ça, ce n'est pas l'agilité. Aptitude permanente à adapter l'entreprise pour faire face à ses défis. Oui, cette aptitude doit être permanente. Elle est ce que nous sommes. Aptitude à anticiper le changement et surtout à y répondre rapidement en impliquant l'ensemble des collaborateurs. Quelle merveilleuse notion. En effet, une entreprise agile, c'est une entreprise qui fait en sorte que les collaborateurs ne sont pas des cibles ou des victimes du changement, mais de véritables acteurs du changement. J'aime beaucoup ces définitions et nous allons faire la même chose. Donc, prenez encore quelques secondes pour entrer vos définitions. Et puis, nous pourrons vous les partager avec vous par mail, de telle sorte que vous puissiez avoir toute cette inspiration pour votre définition d'agilité suite à ce webinaire. Ah, j'aime bien la destruction des silos, absolument. Et j'ajouterais probablement d'avoir les moyens efficaces, rapides, pour arriver à détruire ces silos, bien sûr. Bon, passons à la suite. La troisième partie de notre agenda traite des attributs des organisations agiles. Donc, tout comme précédemment, je vais vous donner quelques éléments de recherche, des modèles et autres éclairages, puis je vous demanderai de réfléchir et de définir votre propre opinion, ce que nous pourrons partager. Nous pourrons partager les attributs qui, d'après vous, constituent l'agilité dans votre entreprise. Donc, je vais vous présenter quelques perspectives intéressantes venant de la littérature. Plusieurs contributeurs ont défini les piliers de l'agilité. PMI, PricewaterhouseCoopers, Accenture, Explain, Derek Connor, I4CP, ProSci, je les ai compilés et je vais vous les présenter un à un. Donc, PMI, le Project Management Institute, dans un rapport qui s'appelle Pulse of the Profession, nous donne 3 piliers pour les organisations agiles. Et vous noterez que le premier, eh bien, c'est du change management rigoureux pour mieux s'adapter à l'évolution des conditions du marché. Oui, du change management. Vous avez ensuite une politique de gestion collective des risques et la standardisation des pratiques de gestion de projet, programme et portfolio. Ça m'a frappé, même le PMI, les spécialistes du project management, identifient qu'un des 3 piliers de l'agilité organisationnelle, c'est l'aptitude en change management. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Voyons ce que PricewaterhouseCoopers nous dit. Il nous donne 5 piliers. Anticiper, simplifier, innovation, les nouvelles aptitudes et enfin la gestion du volet humain du changement. C'est donc clair, PMI et PricewaterhouseCoopers identifient tous les deux l'aptitude en change management comme un contributeur essentiel à l'agilité organisationnelle. Accenture nous donne 9 piliers de l'agilité.
Modèle opératoire adaptif, capital humain, recyclage et redéploiement, collaboration, gestion des talents des dirigeants qui mènent le changement, la gestion du changement en tant que compétence clé, des moyens analytiques et une culture adaptative. Donc, Accenture, dans les 9 piliers, en relie 2 à la compétence en change management. C'est ce genre d'intersection qui fait que chez Nexum, en tant que spécialiste du change management, nous nous intéressons tant à l'agilité organisationnelle. Explain, c'est un bureau spécialisé dans la pensée et la visualisation stratégique. Il nous donne 8 piliers: clarté, inspiration, alignement visuel, co-création, action, transparence, harmonie et résilience. Daryl Connor nous en donne 7: intention, leadership, culture, rôle, portfolio, implémentation et résultats. Il parle d'organisation souple que nous avons. Et I4CP nous en donne 6, venant de leurs recherches particulièrement intéressantes qui alignent finance et performance avec l'agilité organisationnelle. Il nous donne 6 piliers, et regardez le 3e. Faire de la gestion du changement une compétence clé au niveau de l'entreprise. À côté de cela, vous voyez l'analyse environnementale, la décentralisation de la structure, une culture d'apprentissage continu, l'empowerment et le recrutement en ligne avec les valeurs. C'est ce qui m'a frappé et m'intéresse beaucoup à propos de l'agilité, c'est que chaque fois que des gens écrivent à propos de l'agilité, l'aptitude au change management est identifiée comme un contributeur essentiel. ProSci identifie 10 attributs de l'agilité, exprimés à la première personne du pluriel pour illustrer la notion que nous sommes sur un trajet collectif. Donc, nous anticipons et planifions les changements. Nous sommes rapides pour les prises de décision. Nous gérons efficacement notre portefeuille de changement en fixant des priorités. Nous initions efficacement les efforts de changement. Nous avons des pratiques de gestion des risques abouties. Nous avons des stratégies de gestion du capital humain pour soutenir l'agilité. Nous développons et déployons rapidement de nouvelles compétences. Nous encourageons la collaboration au travers de l'entreprise. Nous avons réduit les silos, et oui, et nous avons une aptitude au change management intégré. Ce que vous voyez ici, juste en slide 65, c'est un outil d'évaluation que vous pouvez utiliser pour mener la conversation dans votre entreprise à propos d'où vous vous trouvez en termes de vos attributs d'agilité. Et bien sûr, vous pouvez aller plus loin et visualiser sous forme d'un graphique comme celui-ci. Et c'est ce que nous utilisons chez Nexum pour aider nos clients dans leur trajet de développement, de leur aptitude au change management. Nous les aidons aussi à penser de façon plus large aux autres attributs qui sous-tendent une organisation agile. Ça, c'était donc la partie par laquelle je vous amenais quelques éclairages. Mais donc, je vais maintenant vous présenter la partie que j'appelle E, venant de cet atelier sur le change management. Je peux vous en lire encore quelques-uns. Je lis en deuxième ligne à droite: une collaboration ouverte, décision rapide, gestion du changement, déploiement rapide, levée des obstacles. Transparence, ligne, décision, flexibilité, centrée sur l'humain, inspirant, sensibilisation, détermination. Voilà, donc tout ceci, ce sont des exemples d'attributs ou de piliers qui peuvent être utilisés pour constituer l'agilité d'une entreprise ou de chez votre client si vous êtes dans le monde du conseil, bien sûr. Et maintenant, le vous. De nouveau, je vais vous donner 3 minutes pour définir les piliers, donc les piliers ou les attributs qui devraient nécessairement être présents dans votre entreprise ou chez votre client pour bâtir l'agilité organisationnelle. Oui, alors évidemment, ici, vous allez les séparer par des virgules ou par des points-virgules. Comme ça, on peut voir un ensemble de piliers qui interagissent ensemble pour l'agilité organisationnelle. Je lis, ça c'est intéressant. Transparence, confiance, collaboration. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est la notion de confiance. La notion de confiance.
Partager les meilleures pratiques, bien sûr, simplification, rapidité, essai et erreur. Oui, ça fait bien sûr partie de l'agilité, être capable de faire des essais-erreurs. Souvent, on va dire il faut pouvoir faire ces erreurs le plus rapidement possible, bien sûr, ça fait partie de l'agilité. Apprentissage permanent, absolument. J'aimerais revenir sur la confiance, ça m'interpelle parce que je trouve que la confiance en tant que prérequis pour bâtir l'agilité dans une organisation, c'est essentiel. La confiance entre nous, la confiance envers le management aussi. Quand on parle de confiance ici, ça me rappelle une citation de Stephen Covey qui m'a vraiment inspiré, qui est « Sans confiance, nous ne collaborons pas vraiment. Nous ne faisons que coordonner ou au mieux coopérer. » C'est la confiance qui transforme un groupe de personnes en une équipe. En fait, je pense que quand nous parlons d'agilité organisationnelle, la confiance va être un composant central pour créer cette organisation, l'environnement que nous avons tous commencé à décrire aujourd'hui par notre argumentaire et par notre définition. La confiance doit faire partie du ciment qui fait tenir une organisation qui est préparée à s'y engager, préparée à rapidement faire des erreurs et avancer, préparée à être transparente, préparée à faciliter le partage d'informations. Donc, ces entreprises peuvent aller de l'avant sur ce trajet vers une plus grande maturité pour se positionner en vainqueur dans cet environnement en constante mutation, rapide, dans lequel nous vivons. Donc, d'où j'apprécie vraiment de voir apparaître le pilier confiance comme un pilier de l'agilité. J'en lis d'autres, blameless attitude, oui, l'attitude de plus bienveillante, créer des liaisons entre différentes entités, compétences, le fail fast forward, donc se planter rapidement, la culture, l'ouverture de la culture, veille, prise de décision rapide, collaboration, droit à l'erreur. Excellent, le droit à l'erreur, je pense effectivement que c'est essentiel pour développer l'agilité. Management visible aussi, évidemment. Si on ne voit pas bien ces éléments de vision, l'agilité a très peu de chances de se produire. Prenez encore quelques secondes pour y rentrer vos ensembles de piliers. Et de même, à la fin du webinaire, nous pourrons vous envoyer cela pour vous aider dans votre cheminement ultérieur. Bon, la dernière section à l'agenda, ça va concerner, oui, je vais encore laisser quelques secondes, je vois que l'inspiration est sans limite. Vision commune, absolument. Leadership, collaboration, transversalité, innovation, confiance à nouveau, gestion du changement, simplicité, droit à l'erreur. Que de piliers intéressants. Bon, alors, la dernière section de l'agenda concerne les systèmes de facilitation du changement. C'est certainement le sujet le plus passionnant et on va passer quelques minutes là-dessus. Je vais vous présenter quelques considérations, puis nous passerons aux questions-réponses. Ceci vient de mes observations auprès de plusieurs clients avec qui nous travaillons. Face à l'état actuel du changement, eh bien oui, les entreprises mettent en place ce que j'appelle des systèmes de facilitation du changement pour acquérir et développer les aptitudes au changement. Maintenant, le défi que je vois dans beaucoup d'entreprises, c'est comment vous assurez-vous que ces systèmes et aptitudes apportent effectivement les résultats du changement. Je vois beaucoup d'entreprises qui collectent des aptitudes, mais qui n'en sont pas arrivées au point d'activer et exploiter la puissance de ces aptitudes. Je m'explique. Par exemple, je définis un système de facilitation du changement comme une plateforme ou un ensemble d'aptitudes au changement visant à fournir une solution coordonnée pour soutenir les efforts de changement et améliorer les effets du changement et la probabilité de succès. Donc, le système de facilitation du changement, c'est le fronton. Il est constitué d'aptitudes spécifiques liées au changement. Par aptitude, j'entends une discipline, un ensemble de connaissances ou un effort particulier dans l'intention de traiter une certaine facette de la performance organisationnelle. Voici un bon nombre d'aptitudes que nous voyons des entreprises bâtir aujourd'hui. Ça peut être développement agile, change management, collaboration, communication, amélioration continue, expérience client, analyse des données, réflexion créative,
stratégie digitale, implication des employés, performance des collaborateurs, innovation, lead, formation, développement, conception organisationnelle, développement organisationnel, gestion de performance, gestion de portfolio, gestion de processus, gestion de projet, Six Sigma, stratégie, gestion des talents et plein d'autres encore. Ce sont les aptitudes que les entreprises commencent à assembler et collecter pour traiter les différentes priorités internes et externes auxquelles ils font face. Voici quelques exemples. Un client nous appelle et nous dit: pouvez-vous nous aider à développer notre aptitude en change management? Alors on leur dit, ça tombe bien, ça fait 17 ans qu'on fait ça. Et puis ils disent, en fait, l'aptitude au change management se positionne dans un programme plus vaste pour l'optimisation de l'organisation des processus, à côté d'initiatives sur la gestion des processus, la gestion de performance et la stratégie. Alors je me dis, ça c'est intéressant. Un autre client nous appelle ensuite et nous dit: pouvez-vous nous aider à développer notre aptitude organisationnelle en change management? Et on dit: oui, on adore faire ça. Et ils ajoutent: et ça fait partie d'un grand programme qu'on appelle fonctionnement essentiel de l'entreprise, à côté d'initiatives sur l'analyse des données, la résolution des problèmes, la gestion de processus, la gestion de projet. Et je me dis, un cas c'est intéressant, mais deux, ça commence à ressembler à un schéma récurrent. Et un troisième client appelle et il nous dit: pouvez-vous nous aider à développer notre aptitude au change management? On répond: oui, super. Et ils disent: ça fait partie d'une transformation qui inclut aussi la gestion de programme, le développement agile, la communication, la propriété de l'expérience. Enfin, vous voyez où je vais en venir. Un quatrième client nous appelle et demande: aidez-nous à développer notre aptitude en change management. Et on dit: oui, avec plaisir. Et ils ajoutent: ça fait partie de notre programme d'optimisation des opérations, aux côtés de gestion de projet, formation, développement, amélioration de performance. Ça devient vraiment intéressant. Ces clients très innovants qui développent leur aptitude en change management parmi d'autres aptitudes au changement sous la même bannière. Alors, je mets ça en rapport avec un webinaire de ProScience sur les systèmes de facilitation du changement, où les participants avaient partagé 120 exemples. Et voici quelques exemples de ce qui a été partagé en termes de système de facilitation du changement. Donc, en caractère gras à gauche, vous voyez le nom de système qui ont été donnés par des participants, des noms de systèmes de facilitation du changement. Et à droite, vous voyez les aptitudes, je dirais, hébergées dans ce système. Par exemple, en haut, il y en a un qui s'appelle simplement changement. Et il contient Lean, Six Sigma, gestion de projet, amélioration de processus, gestion de la connaissance et change management. Le suivant s'appelle stratégie globale et contient Agile, gestion de projet, gestion de programme, PMO, développement IT, RH, changement et change management. Alors, en référence à un de mes films préférés, The Usual Suspects, que vous connaissez très probablement, je regarde ceci et regardez à l'écran. Regardez le nombre de fois que le change management apparaît. Ça a du sens, mais regardez encore, voilà tout ça. Le change management, vous voyez le nombre de fois qu'il apparaît. Bien sûr, ça a du sens, comme on l'a vu, le change management comme contributeur à l'agilité organisationnelle. Mais je vois d'autres usual suspects. Qu'en est-il de la gestion de projet? Alors, on voit ici, encore là, gestion de projet. Et on voit aussi que la stratégie apparaît abondamment aussi. Et la gestion de processus aussi. Analysons ça un peu plus en détail. Parmi les 120 exemples collectés, 94 ont le change management et 70 ont la gestion de projet, processus et stratégie. Donc pour 33 et 27. Puis, on voit une diminution pour communication, amélioration continue, formation, développement et agile. Alors, du côté droit, vous voyez toute une liste d'aptitudes que j'appellerais des aptitudes émergentes que nous commençons à voir dans les systèmes de facilitation du changement. Donc, on voit Lean, Six Sigma, gestion de programme, transformation, leadership, développement organisationnel, etc. Et ceci est fascinant. Ces entreprises suivent ce trajet confrontées à l'accélération du changement et aux multiples facettes de la demande de changement, aux multiples facettes d'opportunités, aux multiples facettes de problèmes, et nous sommes en train de formuler et apporter des solutions à facettes multiples. En moyenne, on compte 3,7 aptitudes pour ces différents systèmes, et on voit aussi des combinaisons intéressantes relativement fréquentes. Le change management et la gestion de projet apparaissent ensemble dans la moitié des cas. Le change management et les processus souvent aussi.
Change management, gestion de projet et processus ensemble. Le change management et la stratégie, dans 17%. Change management, gestion de projet et stratégie. Et un élément notable, très peu de systèmes ont les 4 aptitudes. Et nous voyons aussi les fréquences des autres combinaisons. Donc vous voyez toutes ces combinaisons d'aptitudes pour la constitution de l'agilité organisationnelle. Et donc j'en viens à ce que nous faisons avec nos clients les plus innovants, suivant ce principe de Henry Ford: se mettre ensemble, c'est un début; rester ensemble, c'est du progrès; travailler ensemble, c'est le succès. Et le trajet que nous menons avec ces clients vise à activer et exploiter la puissance d'un tel système. Nous devons créer une compréhension commune et partagée, des ancrages pour l'intégration et une plateforme de communication. Ce sont les composants essentiels pour véritablement créer ces aptitudes. Donc, en conclusion, l'organisation organisationnelle n'est pas juste un truc intéressant, c'est une nécessité. En tant que praticien du changement, vous êtes dans une situation appropriée pour l'amener dans votre entreprise. Dans cette heure que nous avons passée ensemble, nous avons vu comment élaborer notre argumentaire, pourquoi vous devez le faire, et vous l'avez rédigé et partagé sur cette plateforme. Nous avons vu comment bien définir l'agilité organisationnelle et nous avons vu comment bien définir l'agilité organisationnelle et vous avez rédigé et partagé votre définition claire et concise. Vous avez aussi identifié et partagé certains attributs ou piliers essentiels sur l'agilité et je pense qu'il me reste maintenant à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez explorer davantage ce sujet de l'agilité organisationnelle comme impératif stratégique. Mais en attendant, passons aux questions-réponses. Oui, et donc, comme le disait Vincent au début de la session, par rapport à tous les résultats que vous avez collectés ici en mode co-création, n'hésitez pas maintenant à nous laisser votre adresse email. Ne vous inquiétez pas, elles n'apparaîtront pas ici à l'écran, mais comme ça, on pourra partager avec vous l'ensemble des résultats aux différents sondages qu'on a menés tout au long du webinaire. Peut-être un point important, puisque c'était un sujet soulevé par Vincent au sujet d'un workshop entre Agile et Change Management. Le prochain workshop aura lieu le 10 janvier en Belgique. Si vous souhaitez plus d'informations par rapport à cela, n'hésitez pas donc à nous contacter. Alors, au niveau des questions, n'hésitez pas donc maintenant à poser vos questions dans l'onglet soit questions-réponses, soit dans l'onglet converser. On a déjà quelques questions qui sont arrivées tout au long du webinaire. La première, c'est comment parler dans le langage des dirigeants quand on ne détient pas tous les éléments financiers de contexte et de problème? Oui, bonne question. En effet, ce langage sera d'autant plus percutant si on peut leur donner des données absolument chiffrées. Oui. Si vous ne les obtenez pas, en effet, vous pouvez mentionner une chose que j'aime faire. Moi, je dirais une chose que j'aime faire, alors c'est plutôt que de me baser sur des chiffres relatifs à des projets en cours, des projets à venir, si je ne les ai pas, eh bien, je me réfère alors très souvent sur des projets récents. Parce que dans les projets récents, là, on est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de faits, on est beaucoup plus tangible sur ce qui a été investi et sur ce que ça a produit ou justement ce qu'on a manqué de produire. Donc, cette question est très intéressante en effet parce que vous serez d'autant plus percutant si vous disposez des chiffres. Par contre, si vous ne disposez pas des chiffres, utilisez plutôt des données passées parce que là, les chiffres sont en général beaucoup plus connus. Une autre question, y a-t-il une taille idéale de l'entreprise pour mettre en place une organisation agile? Je suis convaincu que la totalité des choses que nous avons discutées ici sont parfaitement applicables à des petites entreprises tout comme à des énormes multinationales de milliers, de dizaines de milliers, voire de 100 000 collaborateurs. Évidemment, les approches vont devoir être dimensionnées différemment. Et pour moi,
Donc, cette question est intéressante, de taille idéale. Il n'y a pas vraiment de taille idéale. Bon, évidemment, les petites entreprises seront, je dirais par définition, plus agiles, mais nous ne devons pas rentrer dans, comment dire, dans ce cliché qui va limiter qui peut limiter nos intentions. Je connais de très grosses entreprises multinationales qui arrivent véritablement à développer l'agilité. Donc, c'est possible absolument pour toute dimension d'entreprise. Merci. Une autre question, y a-t-il une limite à la quantité de changements qu'une entreprise peut absorber? Question très intéressante. Alors là, je répondrai oui et non. Là, je vais m'expliquer, bien sûr. Une limite, oui. Et en fait, on peut considérer ça au niveau individuel, au niveau d'une entreprise ou au niveau de la société humaine, bien sûr. Au niveau individuel, moi j'entends beaucoup de personnes qui disent parfois « Ah, moi je n'aime pas le changement ». Et alors je leur demande gentiment « Ben oui, donc tu manges la même chose tous les soirs, tu vas toujours au même restaurant, tu vas toujours voir le même film ». Et évidemment, la réponse est non. Donc, au niveau individuel, on aime le changement, mais jusqu'à une certaine limite, en effet, jusqu'à une certaine limite. C'est lorsque le changement devient trop rapide, trop complexe, à un rythme trop élevé ou trop grand, que là, on se met à dysfonctionner, je dirais. Au niveau d'une entreprise, c'est la même chose. L'entreprise a sa propre vitesse de changement intrinsèque de par sa propre organisation. Au niveau de la société humaine, c'est la même chose. On voit bien les limitations que nous avons à réagir à des défis planétaires majeurs, tels que, juste pour prendre un exemple simple, le dérèglement climatique. Donc, on voit, oui, ces limites existent. Mais je ne vais pas m'arrêter là, parce que nous pouvons déplacer cette limite. Au niveau individuel, nous pouvons déplacer ces limites. Nous pouvons développer une plus grande résilience au changement. Au niveau organisationnel, nous pouvons le faire aussi, et c'est justement ce dont on vient de parler, c'est développer l'agilité organisationnelle. Chaque entreprise, en effet, a ses limites. Jusqu'à une certaine quantité de changement, elle sera performante. Au-delà d'une certaine quantité, elle va commencer à dysfonctionner, c'est clair. Le sujet dont on a parlé ici, c'est justement le développement de l'agilité qui permet de déplacer cette limite. J'utilise souvent l'analogie de la saturation du changement. Vous avez des robinets qui coulent dans une pièce et vous manipulez des seaux pour évacuer l'eau. Pour arriver à tenir, vous devez soit diminuer le flux des robinets, soit mieux manipuler les seaux. Dans le monde actuel, vous ne pouvez pas diminuer le flux des robinets. Donc, vous n'avez qu'un choix, c'est de développer, d'améliorer votre aptitude à manipuler les seaux. Eh bien, c'est cela que j'appelle déplacer la limite intrinsèque d'une entreprise par rapport au changement. Tu réponds déjà à une autre question qui nous arrive ici. L'agilité peut-elle être une réponse à la saturation? Résolument oui. L'agilité est, je dirais même, la réponse à la saturation. Donc, comme on l'a vu, lorsque la quantité de changement atteint un certain seuil au niveau des individus, au niveau de l'organisation, la souffrance commence à apparaître, également au niveau des individus et de l'organisation. Donc, l'agilité va consister à déplacer cette limite, et donc, dans ce sens, l'agilité est la principale réponse, le change management est la principale réponse à cette agilité, à cette limite. Alors, une autre question, quelle est l'entreprise la plus inspirante pour toi par rapport à l'agilité? Oui. Alors, je vais m'abstenir de citer des clients de Nexum, bien sûr, puisque ce n'est pas dans notre politique. Là, vous allez m'excuser de donner une réponse tout à fait bateau, mais j'ai souvent été impressionné par l'agilité d'une société telle que Apple. Et je dirais peut-être de façon un peu plus large ce qu'on appelle les GAFA, à savoir Google, Apple, Facebook et Amazon, sont les entreprises qui ont pu considérer de façon extrêmement anticipative le monde
macroéconomique, le monde macro-technologique, qui ont même pu l'influencer et qui ont pu prendre facilement une longueur d'avance sur d'autres entreprises, ce qui leur permet de prospérer de façon considérable. Encore une question, chaque entreprise a sa propre culture. Comment aborder l'agilité organisationnelle dans une entreprise où il y a beaucoup de jeux de pouvoir? Oui, oui, absolument. Je dirais, donc très bonne question, les jeux de pouvoir sont en effet un frein considérable à l'agilité, notamment dans les participations, dans les sondages. J'ai repéré plusieurs fois, on évoquait les silos, chacun qui va garder son petit domaine. Là, vous avez ici la poule et l'œuf. Il faut faire attention. Certains vont dire, par exemple, oui, il faut introduire une culture plus transversale afin de mieux faire le changement. J'ai souvent observé cela et je dois dire que ce que j'observe dans des situations comme celle-là, c'est par exemple un département RH qui reçoit comme mission de développer une culture plus transversale. Et c'est ainsi qu'on va trouver collés sur les murs des posters avec des nouveaux énoncés de culture. Mais tout ça reste très factice et pas très efficace. Je pense au contraire que la façon d'agir là-dessus ne peut pas être de dire dorénavant nous allons casser les silos, nous allons casser les jeux politiques et nous allons travailler main dans la main. Simplement, ça ne va pas marcher comme ça. Je pense que ce que nous devons faire pour commencer à changer ce genre de situation très politisée, c'est avec des changements plus petits, plus ponctuels, où on amène à certains moments, entre deux équipes, entre deux managers, entre deux directeurs, un petit élément de collaboration. Et c'est en fait comme ça qu'on change une culture. Lorsque vous améliorez quelques changements plus ponctuels qui entraînent ce changement de fonctionnement et que ces changements de fonctionnement amènent du bénéfice de chaque côté, et puis surtout, et là j'insiste là-dessus, que ces bénéfices deviennent visibles pour les personnes qui ont appliqué ces changements, c'est comme ça que ça va commencer à changer. Donc, pour répéter et restructurer cela, n'essayez pas de changer cette structure de fonctionnement politique d'emblée, de front. Simplement, ça ne peut pas marcher. Au contraire, trouvez des petites initiatives qui apporteront des améliorations et faites en sorte que ces améliorations soient visibles et surtout que la corrélation entre ces actions et ces améliorations soit bien comprise de tous. Et là, ça commencera à changer. Parfait, merci beaucoup. Voilà, on a passé en revue un ensemble de questions. Alors, le prochain webinaire, comme je l'indiquais, aura lieu le 23 novembre, donc dans 2 semaines, et sera porté sur une compréhension commune organisationnelle de la maturité en changement. Donc, de nouveau, un sujet très intéressant. Mais vous recevrez bientôt un mailing pour vous informer de tout ça. On a récolté un ensemble d'adresses email à qui on adressera également donc, le résultat des sondages d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire et à bientôt.